Magazine Pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce magazine pluriel. En voici le sommaire. Assemblée générale extraordinaire élective hier à Lomé du syndicat national des entrepreneurs en bâtiment et travaux publics du Togo. M. Hervé Fiza, le nouveau président, entend apporter des innovations pour redynamiser et redonner vie au secteur du bâtiment au Togo. La communauté internationale célèbre ce 4 septembre la journée mondiale de la santé sexuelle. Experts nationaux et internationaux des différentes disciplines explorent les différentes facettes de cette journée. L'objectif est d'ouvrir des voies innovantes pour aborder ce défi planétaire. Au Mali, le commandant de la force spéciale antiterroriste Forsat, inculpé pour meurtre, écroué mais vite libéré. L'inculpation de Oumar Samaké est liée à la répression des manifestations de juillet 2020. Logements sociaux au Togo, la commission de l'UEMOA appuie le gouvernement à travers une mission d'appui conseil pour l'aménagement urbain des sites de Dalavé et d'Aflao Sabado dans le Grand Lomé. En quoi consiste la mission et quelles en sont les cibles? Monsieur Koudio Aïdam, directeur général de l'Agence de développement urbain et municipal, est notre invité ce samedi. Il nous en parle dans ce journal. Et puis il assure également les échos du palais, les sports et la revue de presse. Messieurs, Mesdames, bonjour et une fois de plus, bienvenue. Le ministre du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Madame Myriam Dossou d'Almeida, a procédé hier à la remise officielle d'ouvrages sociaux éducatifs à Zalivé et à Abalokondi dans la commune des Lacs. Ces infrastructures entièrement financées par l'État togolais sont réalisées à travers un accompagnement de l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB aux dites communautés. Elles permettront de rompre avec les perturbations des cours dues aux intempéries et de relever le niveau de confort et le cadre de travail des enseignants et des élèves. L'appui du gouvernement au lycée de Zalivé et à l'EPP d'Abalo Kondi dans la préfecture des Lacs relève du programme de soutien aux micro-projets d'infrastructures communautaires exécutés par l'ANADEB. L'objectif du programme est d'accompagner le processus de mise en place de la gestion des infrastructures socio-collectives des communautés à la base. Le syndicat national des entrepreneurs en bâtiment et travaux publics du Togo a tenu hier à Lomé son assemblée générale extraordinaire élective. Mobilisés pour redonner au secteur un nouvel essor, les membres du syndicat ont élu un nouveau bureau présidé par M. Hervé Fiza. Le nouveau président entend apporter au secteur des innovations pour redynamiser et redonner vie au secteur du bâtiment et travaux publics au Togo. Il est à la tête d'un bureau de 9 membres pour un mandat de 5 ans et entend travailler pour redynamiser les antennes régionales et œuvrer pour que l'entrepreneur soit au centre du secteur privé au Togo. M. Fiza et son bureau s'engagent à œuvrer pour permettre à la corporation de répondre efficacement aux exigences de l'heure. Pour relever les différents défis, Hervé Fiza parle de la nécessité d'un réseautage institutionnel pour le renforcement des liens avec les institutions, des jumelages avec les syndicats frères de la sous-région pour s'inspirer des bonnes pratiques d'ailleurs. Il a appelé les membres à unir leurs efforts pour la réussite de leur mission. La santé sexuelle signifie que l'on se sent bien dans sa sexualité à tout niveau et à tout âge. Cet état ne peut être atteint que si les droits sexuels de l'ensemble de la population sont respectés. D'où une journée internationale de la santé sexuelle chaque 4 septembre. Cette journée requiert une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d'avoir des expériences sexuelles qui soient source de plaisir et sans risque, libre de toute coercition, discrimination
ou violences. Nathalie Panegue. Les discriminations, maltraitances et violences sexuelles et de genre sont aujourd'hui un enjeu de santé publique et de droits humains. Les chiffres sont alarmants. Dans le monde, une femme sur 3 est victime de violences. Dans certains pays, une femme décède de violences conjugales tous les 3 jours. Et chaque année, des experts nationaux et internationaux de différentes disciplines, notamment médecins, psychiatres, psychologues et juristes, se réunissent pour explorer les diverses facettes de la santé sexuelle, les effets sur la santé physique et mentale, la périnatalité, l'enfant victime, les handicaps, la transculturalité, l'éducation pour prévenir et lutter contre les violences de genre. Quelle soit l'intégration des aspects somatiques, affectifs, intellectuels et sociaux de l'être sexué ou un état de bien-être physique, mental et social dans le domaine de la sexualité, la Journée mondiale de la santé sexuelle a pour objectif d'ouvrir des voies innovantes pour aborder ce défi planétaire. Alors que la pandémie de Covid-19 continue de bouleverser le monde et que les femmes et les filles ont été les plus durement touchées, l'ONU appelle à garantir les droits à la santé procréative pour chaque personne partout dans le monde. Pour sa part, l'Agence des Nations Unies pour la santé sexuelle et reproductive lance son plus grand appel humanitaire à apporter une aide essentielle à 54 millions de femmes, de filles et de jeunes dans 68 pays, notamment des soins et des services de santé sexuelle et reproductive pour prévenir la violence sexiste et soutenir les survivants. L'ONU appelle aussi à protéger la santé et les droits des femmes et des filles, une tâche rendue plus ardue par le Covid-19. En cette journée mondiale, le secrétaire général de l'ONU appelle à préserver les soins de santé sexuelle et procréative, à protéger la santé et les droits des femmes et des filles et à mettre fin à la violence de genre. Nathalie Panegue, d'une journée à une autre, la journée mondiale de la barbe se célèbre également ce 4 septembre, longue comme celle du Père Noël, taillée comme celle d'un viking ou d'un motard, courte, piquante ou avec des paillettes, la barbe est célébrée chaque premier samedi du mois de septembre. Depuis plusieurs années, elle s'affirme chez certains comme un véritable accessoire de mode qui fait partie intégrante du look, comme une belle paire de chaussures ou de cheveux bien coiffés. Partout dans le monde, les manifestations sont des plus diverses. Ailleurs, les barbus se réunissent pour profiter de leur journée. Dans d'autres pays, les non-barbus sont bannis le jour de la fête de la barbe et doivent se réfugier pendant que les barbus brûlent les effigies de leurs proches non-barbus ou imberbes. À l'occasion de cette journée, les femmes dans certains pays s'affublent de barbes postiches lors de leurs actions publiques destinées à pointer du doigt les résistances à la féminisation. Leurs cibles sont symboliques et visent à rappeler que les femmes sont capables de crier, de diriger, de représenter aussi efficacement que les hommes et doivent atteindre tous les postes et statuts dans tous les corps de métier et toutes les instances de la vie publique. Ce communiqué pour poursuivre, la présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que conformément à l'article 55 alinéa 3 de la Constitution, la deuxième session ordinaire de l'année s'ouvre le mardi 7 septembre 2021 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. C'est ce samedi 4 septembre 2021 que feu Eugénie Noël Nakpa-Polo, présidente de la Commission nationale des droits de l'homme CNDH, a été conduite à sa dernière demeure à Kandé, sa ville natale. C'est à l'issue d'une messe catholique concélébrée par 3 évêques de Dapon, de Kara et l'évêque émérite de Dapon, natif de Kandé, entouré d'un parterre de prêtres. Le chef de l'État a été représenté à cette cérémonie d'inhumation par le ministre des Transports routiers, aériens et ferroviaires, Afo Acha Deji. Décédée le 16 août dernier à l'âge de 65 ans, la première femme à la tête de la CNDH a reçu jeudi à Lomé les ultimes hommages du peuple togolais. Femme battante et fortement engagée dans la lutte contre les violations des droits de l'homme,
Feu Nankpa-Polo a su faire preuve de courage et de professionnalisme, de rigueur et de sens du devoir. Cette cérémonie d'adieu a été présidée par le chef de l'État qui avait à ses côtés Madame le Premier ministre, la présidente de l'Assemblée nationale et les responsables des autres institutions de la République. Était également présent à la cérémonie le président de la commission Sœurs du Bénin. Avant son inhumation ce samedi à Kandé, rappelons-le, une cérémonie similaire se déroulera au stade Aniko Palako de Kanté. Au Mali, le commissaire divisionnaire Oumar Samaké a été inculpé hier matin pour, entre autres, meurtre, coups mortels, coups et blessures volontaires aggravées et complicité par la justice malienne. C'est dans le cadre de l'enquête sur la répression meurtrière des manifestations anti-IBK de juillet 2020 qui avait fait une dizaine de morts. La nouvelle de son inculpation et de son incarcération a immédiatement suscité la colère de nombreux policiers qui se sont rassemblés devant la maison centrale d'arrêt de Bamako pour exiger sa libération. Le commandant de la force spéciale antiterroriste Forsat a été finalement relâché et a quitté les lieux. Dans quelles conditions Oumar Samaké a-t-il été extrait de la maison d'arrêt? Qui en a donné l'ordre? Cette libération signifie-t-elle la fin de la procédure engagée à son endroit par la justice malienne? Aucune des autorités au sein de la justice, du gouvernement ou de la présidence malienne n'a souhaité apporter des précisions. Burkina Faso, une cérémonie de collecte de dons a été organisée par le mouvement pour la culture, de la paix et l'amour de la patrie pour soutenir l'effort de guerre. Des représentants des forces de défense et sécurité, des chasseurs traditionnels, des volontaires pour la défense de la patrie ainsi que des responsables religieux et coutumiers ont reçu des distinctions pour leurs efforts pour la recherche de la paix dans le pays. Pour le président du mouvement pour la culture, de la paix et l'amour de la patrie, trop de sang a coulé au Burkina Faso, mais le pays doit rester debout. Cette cérémonie de collecte de dons poursuit un seul but, celui d'encourager les troupes et soutenir les familles des victimes. L'Union africaine a demandé aux rebelles du TPLF et au gouvernement d'Abiy Ahmed de mettre fin aux hostilités pour gérer la crise humanitaire. L'organisation continentale a récemment nommé Olusegun Obasanjo, l'ancien président nigérian, comme son nouveau représentant pour la Corne de l'Afrique. À ce titre, sa première tâche sera de faire taire les armes dans le nord de l'Éthiopie et de rassembler les deux parties. Le représentant pour la Corne de l'Afrique de l'Union africaine va aussi travailler à la mise en place d'un corridor humanitaire sécurisé. Et puis le gouvernement de la République démocratique du Congo a condamné hier l'attaque terroriste récente contre un convoi sécurisé d'une centaine de véhicules dans le nord-est du pays. Au moins 4 civils ont été tués mercredi par des rebelles présumés des forces démocratiques alliées ADF qui ont aussi incendié une dizaine de véhicules pourtant censés circuler en convoi sécurisé. Des personnes sont donc toujours portées disparues dans cette attaque terroriste. Et nous abordons la deuxième partie de ce journal invité. La construction de logements sociaux est un axe prioritaire de la feuille de route gouvernementale. Plusieurs actes ont été posés dans ce sens pour baliser la voie à la concrétisation du programme des 20 000 logements à l'horizon 2025. Le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière a organisé les 2 et 3 septembre dernier à Lomé un atelier de lancement de la mission d'appui conseil à des opérations d'aménagement urbain. Pour nous en parler, nous avons donc invité M. Koudjou Aïdam, directeur de l'Agence de développement urbain et municipal Citafrique. M. Koudjou Aïdam, bonjour.
Bonjour, Monsieur Nabédé. Oui, alors, le ministère en charge de l'habitat vient de lancer la mission d'appui conseil des opérations d'aménagement urbain au Togo. En quoi consiste exactement cette mission? Merci, Monsieur Nabédé, pour la question. Avant d'y répondre, je tiens quand même à saluer vos auditrices et vos auditeurs. Voyez-vous, les difficultés d'accès à un logement décent à coût abordable est l'un des fléaux les plus importants auxquels confronteraient nos populations africaines, surtout les populations de l'Afrique subsaharienne. Les États, les gouvernants ayant pris la mesure de la chose, ont initié plusieurs programmes, mais qui peinent à atteindre leurs objectifs pour plusieurs raisons. C'est des contraintes qui sont diverses et qui sont spécifiques à chaque pays. Donc, dans l'optique de relancer tous ces programmes-là, la Banque mondiale, le groupe de la Banque mondiale, en collaboration avec la commission de l'UEMOA, a mis en place un programme intitulé Projet de financement de logements à coût abordable dans l'espace UEMOA. Donc, c'est un projet qui concerne l'ensemble des 8 pays de l'UEMOA. Et ce projet comporte 3 volets. Le premier volet, c'est le volet financement, c'est-à-dire le refinancement de nos banques commerciales à travers la Caisse régionale de refinancement hypothécaire qui permet à ces banques d'octroyer des financements à taux réduit à nos populations. Le deuxième volet, c'est effectivement le volet technique, l'appui conseil à tous les programmes de construction de logements sociaux dans ces différents États. Et le troisième volet, c'est le volet formation par la mise en place d'un centre d'excellence pour l'habitat. Donc, en ce qui nous concerne, effectivement, hier, on a procédé au lancement du deuxième volet, qui est le volet de l'appui technique au programme de construction de logements sociaux qui sont en cours au Togo. Et en quoi consiste cet appui? C'est effectivement de se mettre, la commission de l'UEMOA et la Banque mondiale ont financé le recrutement d'un cabinet d'experts techniques qui vont être aux côtés de l'État togolais, du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, de la Réforme foncière, pour pouvoir mener à bien toutes les opérations qui seront liées à la construction de ces 20 000 logements. Donc voilà en ce qui nous concerne l'objet de ce lancement hier. Oui, et cette opération d'aménagement urbain concerne quel secteur d'activité? S'agit-il de l'assainissement ou des 20 000 logements prévus par le gouvernement? En priorité, nous pouvons vous dire que effectivement, ça concerne le programme des 20 000 logements. Mais nous ne pouvons pas dissocier l'assainissement du programme des 20 000 logements parce que la construction de ces 20 000 logements suppose un certain nombre de mesures, de dispositions à prendre en amont, en l'occurrence l'assainissement, la viabilisation et la viabilisation. Donc effectivement, autant ça concerne les 20 000 logements, mais ça prend aussi en compte l'assainissement d'une grande partie du territoire togolais. Oui, et vous venez d'évoquer, enfin, nous l'avons évoqué tous les deux, un atelier qui donc s'est achevé il y a quelques jours. Alors apparemment, la population togolaise n'a pas les moyens de s'offrir de tels logements que vous dites sociaux. Alors, quelles ont été les recommandations de l'atelier en ce qui concerne le financement du logement? Avant d'aborder la question des recommandations de l'atelier, je voulais qu'ils vous en souviennent qu'en 2014, précisément le 26 avril 2014, lors d'un discours à la nation, le chef de l'État a encouragé vivement le gouvernement à pouvoir stimuler la production de logements à coût abordable à travers des facilités qui seront offertes aux investisseurs potentiels. Donc pour nous, déjà, donc il y a plusieurs mesures qui ont été prises en compte. Lors de cet atelier, effectivement, les participants sont revenus sur ces questions-là d'accès à un logement, mais à coût décent. Et effectivement, il y a beaucoup de propositions qui ont été faites pour pouvoir diminuer les coûts de production de ces logements-là. Bon, même bien avant les recommandations
des mesures incitatives sont proposées par le gouvernement, telles que la mise à disposition du foncier gratuitement aux promoteurs. Nous sommes en train de voir, il y a des projets, des discussions qui sont en cours pour voir si on ne peut pas avoir des exonérations fiscales pour l'achat des matériaux de construction par rapport aux constructeurs, de leurs intrants et de leurs matériels. Donc tous ces éléments mis bout en bout pourront permettre de pouvoir diminuer le coût des logements et les rendre accessibles à nos populations. Et je peux vous dire aussi que l'un des objectifs de cet appui conseil, c'est que le cabinet puisse faire une étude de faisabilité sur le terrain. Et cette étude permettra aussi de voir un peu le niveau de revenus de nos populations, quel est effectivement le coût moyen de logement ou le coût auquel nos populations peuvent prétendre pour pouvoir accéder à ces logements-là. Donc toutes ces informations à l'issue de cette étude-là seront reversées au gouvernement togolais et au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, qui en fera au moment opportun un usage utile. Alors, Monsieur Koudio Aïdam, directeur général de l'Agence de développement urbain et municipal, est-ce que ce programme a pris en compte le niveau de vie des Togolais pour faciliter l'accès facile de la population à ces logements? Oui, je le disais tantôt, effectivement, jusqu'au haut niveau, jusqu'au plus haut niveau de nos autorités, on est conscient du fait que, effectivement, le problème de revenus se pose avec acuité. Et s'il y a difficulté à l'accès au logement, c'est parce que effectivement ces logements, on a constaté qu'ils sont le coût de ces logements sont plus élevés, un peu plus élevé que le niveau de vie de nos populations. Donc un travail est en train d'être fait. C'est pour cela que dans ce programme de construction des 20 000 logements sociaux, qu'est-ce que l'État entend faire? C'est de mobiliser ces ressources pour pouvoir inciter massivement les partenaires privés à pouvoir rentrer dans ce programme-là, les inciter à rentrer dans un partenariat public-privé avec l'État togolais. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas simplement le privé qui viendra construire des logements et qui fixera ses coûts, parce que compte tenu de ce que ça lui a coûté en termes de construction, mais maintenant, dans ce programme-là, il y aura à côté du privé l'État qui va offrir un certain nombre d'avantages qui permettront au privé d'avoir des coûts de revient après la construction, d'avoir des coûts de revient un peu plus bas et permettre aussi un peu permettre de les mettre à la disposition des populations à des niveaux, à des coûts aussi bas. Donc c'est une économie d'échelle qui va se faire en fonction de ce que l'État mettra dans la balance. Donc c'est un partenariat public-privé. L'État est conscient du fait que effectivement le niveau le revenu de sa population est assez faible, donc met tous les moyens en œuvre pour que le coût de revient de ces logements-là qui seront construits soit à un niveau acceptable pour que les populations puissent y accéder. Oui, et puisque nous y sommes, est-ce que vous pouvez nous dire à peu près la fourchette du prix d'un logement social? Non, pour nous c'est simple. Nous avons essayé de faire des exercices au niveau du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, de la Réforme foncière, et nous sommes arrivés à la conclusion à laquelle, en fonction aussi, on a essayé de faire quelques sondages, que le coût moyen d'un logement peut être fixé entre 5 et 7 millions. C'est-à-dire le coût de départ d'un logement social, ce que nous appelons le logement social. Donc la fourchette est située entre 5 millions et 15 millions. Donc dans cette fourchette-là, nous estimons que la majorité de nos populations peuvent accéder à des logements. C'est vrai que nous disons que ces logements seront destinés à des populations qui sont à faible et moyen revenu. Et nous sommes conscients aussi du fait que même à ce prix-là, certains ne pourront jamais accéder à ces logements. C'est pourquoi nous avons d'autres mécanismes qui permettront de pouvoir héberger nos populations. Il y aura de la location, il y aura de la location-vente et il y aura de la vente. Donc ce sera des locations aussi qui seront subventionnées, autant que la vente de ces logements-là. Oui, les sociétés ou entreprises privées jouent-elles un rôle dans la construction des logements à coût abordable au Togo? Oui, la construction des logements à coût abordable au Togo, qui s'inscrit d'ailleurs dans le programme des 20 000 logements,
en fait, est tiré du PND. En fait, c'est le premier document de développement togolais qui a parlé de ces logements co-abordables, c'est le PMD. Ça a été repris après dans la feuille de route, comme vous l'avez dit tantôt, dans la feuille de route gouvernementale dans la 2020-2025. Et dans le PND, qu'est-ce qu'on nous dit? La part des investissements, c'est du 35% pour le public, l'État togolais, et 65% pour le privé. Donc, vous comprenez aisément que le privé a une grande place dans ce projet-là de construction des 20 000 logements, puisque les 65% d'investissements seront faits par le privé. L'État ne s'occupera que de 35%, n'apportera que 35% des investissements. Donc, moi, j'encourage vivement déjà nos sociétés qui sont sur la place, les investisseurs privés, à s'intéresser à ce programme-là, parce que, effectivement, ils sont les acteurs principaux, majeurs, qui détermineront la réussite de ce programme-là. Très bien. Alors, quelle est la part des partenaires techniques et financiers? On en parlait tout de suite. Je vais citer la Banque mondiale, l'UEMOA, le CRRH, le Shelter Afrique, par exemple. Quelle est donc leur part? Oh, tous ces partenaires, comme vous l'avez si bien dit, tous ces partenaires techniques et financiers nous appuient à la fois sur le plan technique et sur le plan financier. Je vous ai dit tantôt que l'État, pour sa part, doit pouvoir accompagner ce programme à hauteur de 35%. Et les partenaires de l'État, que sont la Banque mondiale, déjà qui accompagne l'État à travers le projet de financement des logements co-abordables, la BOAD, tout ça, soutiendront l'État pour pouvoir apporter son investissement qui s'élève à 35% dans ce programme. Ces partenaires aussi seront là pour accompagner nos banques, pour financer nos banques commerciales, à pouvoir octroyer des taux, des prêts à des taux réduits aussi à nos populations et en même temps aussi aux promoteurs, en fait. Donc, nous, dans notre programme, comme nous le disions tantôt, nous avons fait un travail déjà au niveau du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Refonte foncière. Nous avons mis en place un document de formulation de notre programme de 20 000 logements. Effectivement, dans ce programme de formulation, tous les acteurs ont été identifiés et leur rôle aussi a été bien spécifié. Donc, effectivement, ces partenaires financiers et techniques, on les retrouve à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau de l'État, où ils peuvent aider l'État aussi à pouvoir faire ces investissements qui s'élèvent à 35%. On les retrouve au niveau des investisseurs, au niveau des promoteurs qui leur permettent, leur octroient aussi des prêts. Et on les retrouve aussi au niveau des acquéreurs à travers les banques, nos banques commerciales, parce qu'ils refinancent ces banques-là et ça permet à ces banques-là de pouvoir prêter à des taux réduits à nos populations, aux différents acquéreurs de ce programme. Donc, ils ont un rôle aussi important dans le dispositif de ce programme de 20 000 logements. Oui, Monsieur Koudjo et Aïdam, l'atelier de la dernière fois s'est beaucoup appesanti sur les sites de Dalavé, d'Aflao, Sabado. Qu'en est-il concrètement? Oui, effectivement, c'est vrai que dans l'atelier, nous avons spécifié 2 sites, c'est-à-dire le site de Dalavé et le site de Sapado, mais qui sont en fait que des sites pilotes. Parce qu'effectivement, pour faire une étude de ce genre, il faudrait appliquer les différentes recommandations, il faudrait tester les outils qui ressortiront de cette étude-là sur un certain nombre, sur des sites, pour pouvoir avoir des résultats tangibles. Donc, effectivement, Dalavé et le site de Dalavé et de Sabado ont été retenus comme site pilote d'expérimentation des résultats de l'étude qui sortiront de cet appui conseil-là. Mais rassurez-vous, effectivement, cette étude s'étendra sur l'ensemble du territoire togolais, puisque le gouvernement togolais, effectivement, a des sites potentiels qui doivent accueillir des logements sociaux sur l'ensemble du territoire. Et tous ces sites-là feront aussi l'objet d'études de faisabilité par le cabinet qui est retenu par ce groupement-là, à l'instar de ce qui va se faire sur Dalavé et Sabado. Ça va couvrir tout l'étendue du territoire pour que les résultats que nous obtiendrons permettent en fait de mettre en place et de démarrer effectivement la construction de ces 20 000 logements-là. Oui, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du site de la cité Mopopo? Je sais pas, qu'est-ce que ça devient?
Oui, si vous vous rappelez, effectivement, je vous l'ai dit tantôt qu'en 2014, le chef de l'État, dans un discours à la nation, a encouragé le gouvernement à mettre tout en œuvre pour pouvoir mettre à disposition des populations à faible et à moyen revenu des logements à coût abordable, des logements sociaux. Et pour rendre possible ou pour rendre réelle cette vision du chef de l'État, dans la foulée, on a initié ce programme de logements sociaux. En fait, c'est un programme aussi pilote qui s'est fait, qui est à la cité Mokoko au niveau de l'ancien lycée, une partie de l'ancien lycée d'Adi de Gomé. Et comme le dit son nom, c'est un programme, un projet pilote. Actuellement, ce programme est réalisé à plus de 90%. Et nous, au niveau, que ce soit le gouvernement et le ministère de l'urbanisme, de l'habitat, de la réforme foncière en particulier, nous avons tiré toutes les leçons, effectivement, de ce programme-là, puisque de toute façon, c'est l'objet, c'est un programme pilote. Ça a eu des avantages, puisque là, à l'heure où je vous parle, tous les logements sont pris. Bien que le chantier continue, tous les logements sont pris. Donc l'opération est complètement bouclée à ce niveau-là. Mais effectivement, il y a eu quelques couacs. Peut-être que les cibles n'ont pas forcément été atteintes, puisque nous voulons atteindre des populations à faible et à moyen revenu. Bon, si nous allons maintenant à Mokoko, effectivement, la plupart des acquéreurs là-bas ne sont pas vraiment ceux qui sont dans le besoin. Bien que beaucoup de fonctionnaires ont pu acquérir des logements là-bas, on aimerait quand même en avoir un peu plus que le nombre qu'on a actuellement, puisque là, on a d'autres personnes qui ont des revenus, on peut le dire, un peu plus élevés, qui pouvaient s'offrir des logements ailleurs. Mais nous avons tiré toutes les leçons de ce qui s'est fait là-bas, parce que ça nous permettra de pouvoir rebondir et de pouvoir faire mieux. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur ce qui s'est fait à Mokoko. Mais Mokoko, effectivement, c'est une volonté politique, c'est une volonté affichée du président de la République. On s'est jeté à l'eau, on a essayé de faire quelque chose. Effectivement, on peut en discuter. Ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Mais l'avantage, c'est que nous avons tiré toutes les leçons de cette opération-là et ça nous permet de pouvoir améliorer toutes les opérations que nous sommes en train de prévoir. Bien, alors, M. Koudjo Aïdam, directeur général de l'Agence de développement urbain et municipal, votre mot de fin, s'il vous plaît. Le mot de fin, c'est d'abord des remerciements à l'endroit de nos plus hautes autorités, c'est-à-dire le chef de l'État, le président Faure Essozima Gnassingbé, déjà pour son engagement dans la mise en place de ces logements sociaux au profit de nos populations à faible et à moyen revenu. C'est aussi des remerciements à l'ensemble de son gouvernement qui en a fait une priorité. La preuve, c'est que ça a été retranscrit dans la feuille de route, déjà dans l'axe 1 de la feuille de route, on voit déjà cette thématique-là, construction des logements, de 20 000 logements à coût abordable. Et j'aimerais dire aussi à nos populations que loin d'être une chimère, c'est une réalité. Mais pour que ça soit effectif, il faudrait l'apport de nous tous. On a dit que ce n'est pas simplement l'apanage du public, de l'État, mais il y a une forte partie qui relève du privé. Donc, j'adresse ici mes exhortations au secteur privé pour qu'il se mobilise fortement autour de ce projet-là et que nous rendons possible ce programme de construction de 20 000 logements et qu'en 2025, nous voyons pousser sur toute l'étendue du territoire des logements sociaux et que le problème lié à l'accès, aux difficultés d'accès au logement soit résolu. Alors nous disons merci à M. Koudjo Aïdam pour être passé dans les studios de Radio Lobby. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. La suite de ce journal, l'écho du palais. La pédophilie est l'attirance sexuelle d'un adulte pour les enfants, filles ou garçons. On l'appelle aussi relation physique avec un mineur. Au Togo comme partout ailleurs dans le monde, cet acte est puni par la loi. Ainsi, les sieurs Komlan, ayant été coupable et accusé de pédophilie, a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Retour sur les faits, Hélène Assabi.
Dans la journée du 15 avril 2010, aux environs de midi, Lanome Yawa, âgé de 13 ans, demeurant chez ses parents à Zafi dans la préfecture de Yoto, fut envoyé par sa grand-mère au marché du dit village pour y faire quelques achats. Chemin faisant, elle croisa le nommé Komlan qui l'invita à venir chercher des morceaux de craie pour ses petits frères. Dès qu'elle arriva au domicile, il se saisit d'elle, la traîna dans sa chambre et lui imposa des rapports sexuels. Après les faits, la victime raconta sa mésaventure à ses parents qui portèrent plainte contre lui. En enquête préliminaire, l'inculpé a reconnu les faits, tandis que devant le juge d'instruction, il les a reconnus partiellement, prétestant que les rapports sexuels incriminés étaient en réalité consentis. Cependant, il ne rapporta pas la preuve de ces rapports consentis avec la victime, qui d'ailleurs, étant mineure, ne pouvait disposer de son corps à son âge de 13 ans au moment des faits. Selon les juges, si elle avait vraiment consenti aux relations sexuelles, comme le prétend l'inculpé, elle n'aurait pas spontanément dénoncé l'auteur. Entendu que les faits ont été commis en 2010 après l'entrée en vigueur du Code de l'enfant, la victime n'étant âgée que de 13 ans, les juges ont convenu de requalifier les faits en pédophilie conformément aux dispositions de l'article 393 du Code de l'enfant et de poursuivre l'inculpé de ce chef. Étant donné que le rapport d'expertise mentale en date du 3 octobre 2012 révèle que l'inculpé Komlan n'est atteint d'aucune anomalie mentale ou psychiatrique constituée et qu'il possédait toutes ses facultés mentales au moment des faits, il a été donc condamné à 10 ans de réclusion criminelle par la Cour d'appel de Lomé lors des assises du 2 mars 2016. À samedi prochain. Sport, football. La deuxième journée des éliminatoires zone Afrique du mondial 2022 se joue demain dimanche. Le Togo, sur la route du Qatar, devra battre la Namibie au stade de Kege. Kilim Poyode. Djenda Konam et ses coéquipiers ont à cœur l'importance que revêt la rencontre de ce dimanche. Une lueur d'espoir d'aller au Qatar l'année prochaine impose une victoire face aux Namibiens qui ont tenu dragée haute lors de la première journée au Diable Rouge du Congo-Brazzaville. Pour y parvenir, Paulo Duarte, le sélectionneur du pays de Dr Kaulo et d'Emmanuel Adebayor, doit revoir copie dans tous les compartiments histoire de bien contenir les joueurs namibiens très athlétiques. Le public sportif togolais aura la lourde responsabilité d'accompagner la sélection en vue d'une victoire ce dimanche. Les autres rencontres, le Kenya sera l'hôte des Rwandais et les Panthères du Gabon vont défier les Pharaons d'Égypte. Le Mali va confirmer sa bonne forme en Ouganda. La RDC visite le Bénin. Le Libéria joue les Fauves centrafricains. L'Afrique du Sud reçoit le Ghana. Le Maroc défie le Sili de la Guinée et duel de la jungle entre éléphants ivoiriens et lions camerounais. Et la revue de presse pour clôturer ce journal. Il a fait la une de toutes les parutions ou presque cette semaine au Togo. Le président de la Cour suprême du Togo, M. Abdoulaye Yaya, a, lors d'une conférence de presse, peint un tableau très peu reluisant de la justice togolaise et relevé à ceux de dysfonctionnement notoires. Juliette Kandé. Maître Abdoulaye Yaya a pris fonction il y a 8 mois en remplacement de Gamato à Kakpovi, admis à la retraite. Abdoulaye Yaya et les 7 péchés capitaux, titre le Médium, puis le journal les cite. Gourmandise, cupidité, raquette, bref, les 7 péchés capitaux révélés dans la Bible. Il y a de quoi pousser des cris d'orfraie par le président de la Cour suprême, souligne le confrère, qui cite cette phrase. Nous sommes ici pour acclamer la majorité qui s'efforce de bien faire, malgré les difficultés qu'on trouve dans tout métier, et en même temps pour fustiger la minorité qui fait mal, avait déclaré le nouveau président de la Cour suprême. Mais sur ce point, le journal pense que Maître Yaya se montre non seulement diplomate, mais aussi stratège, car, explique l'hebdomadaire, si ce n'est qu'une minorité qui fait mal, la gangrène que lui-même dépeint ne sera pas aussi large et profond. Et au journal de féliciter tout de même au passage Maître Abdoulaye Yaya. Qu'à cela ne tienne, il a le mérite de mettre le couteau dans la plaie. Combien de fois certains magistrats qui doivent être les garants de la sécurité judiciaire ne sont-ils pas devenus des bourreaux de leurs propres justiciables?
On a l'impression que le droit aurait fui le tribunal et c'est l'injustice qui s'y serait installée. Ceux qui ont pour mission de dire le droit en sont devenus par la force des choses et d'une cupidité légendaire les pourfendeurs de leur instrument de travail, écrit le journal. En tout cas, cette sortie médiatique du président de la Cour suprême a été unanimement saluée, mais pour beaucoup, elle reste insuffisante. Dysfonctionnement dans le corps judiciaire. Au-delà des dénonciations de Abdoulaye Yaya, des sanctions s'imposent, estime Nouvelle Opinion. Il a décidé de mettre le doigt là où les choses font vraiment mal. Les affaires foncières dans lesquelles sont impliqués des magistrats, auxiliaires de justice, avocats, officiers et même des personnalités civiles qui sont souvent très mal gérées, laissant pour compte les pauvres citoyens. Mais est-ce que les acteurs interpellés entendront-ils raison? Interroge le journal. L'hebdomadaire propose alors de procéder sans complaisance à des sanctions disciplinaires lorsqu'un manquement avéré est porté à la connaissance des décideurs. L'actualité cette semaine, c'est aussi la santé. Le sit-in du personnel soignant suspendu. L'explosion des contaminations du Covid-19 qui fait planer le durcissement des mesures comme le couvre-feu et la fermeture des lieux de culte. Et surtout, le lancement du programme Wezo par le gouvernement, un programme de promotion de la santé maternelle et néonatale, une action forte du gouvernement pour venir en aide à la femme enceinte et aux nouveau-nés, titre Nouvelle Opinion. Ce programme vise à amoindrir les risques d'accouchement difficiles, poursuit ce journal. Pour un programme salutaire, Wezo en est un, admet le correcteur. Cependant, cette nouvelle ne tourne pas malheureusement la page de l'état des infrastructures sanitaires. Le journal pose donc la question de savoir, va-t-on accompagner les femmes enceintes avec des équipements vétustes? Après plusieurs interrogations de ce genre, le journal conclut en ces termes. Quand on ne parlera plus de matelas pouilleux, déchirés et malodorants, quand il n'y aura plus d'insalubrité dans les blocs opératoires, où à la place des pinces et ciseaux émoussés, des instruments ultra-modernes seront installés, quand en gynécologie, les nouveau-nés et leurs mères ne vivront plus dans des conditions d'insalubrité indescriptibles et que les femmes ne seront couchées à même le sol entre quatre murs couverts de moisissures, enfin, quand la femme enceinte sera à l'abri d'infections néonatales dues à l'insalubrité des lieux, les autorités pourront alors se rengorger. Pour l'heure, il n'y a pas de quoi faire les ponts. Forum de la semaine croit savoir que le programme Wezo vient en anticipation de l'assurance maladie universelle, après avoir relevé qu'il s'agit d'une case de plus des promesses électorales de Faure Gnassingbé accrochées en vert. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce journal magazine pluriel. C'est donc tous les samedis. Merci de nous avoir suivis et merci de nous rester fidèles.